Bonjour et bienvenue dans le podcast Gardien de la naissance. Ici, on explore ensemble cette aventure bouleversante qui est celle de devenir père aujourd'hui. Le défi est immense. Pourtant, il est souvent invisible parce que ce ne sont pas eux qui portent le bébé 9 mois, qui accouchent, qui allaitent. Mais parce que leur rôle est essentiel, ici, je leur donne la parole. Chaque mois, je partage des témoignages de pères et des interviews d'experts pour t'aider à vivre ta paternité pleinement. Je suis Susanna, la créatrice de ce podcast, et si tu t'interroges sur mon accent, je suis portugaise. Et si je suis ici aujourd'hui avec toi, c'est parce que la naissance de mes 2 enfants a complètement transformé ma vie. Et j'ai vu l'impact décisif que mon partenaire a eu sur mes grossesses, mes accouchements et même mes allaitements. Sans lui, sa préparation, son implication, c'est sûr que rien n'aurait été pareil. Dans une vie d'avant, je gérais une start-up dans la finance. Et puis je suis devenue mère et j'ai tout quitté pour suivre mon intuition, ce besoin de comprendre l'humain, le corps, le lien, l'amour. Et aujourd'hui, j'accompagne les futurs pères et les couples à se préparer ensemble à l'arrivée de leur bébé. Avant de commencer, si tu veux aller plus loin, j'ai créé un défi audio avec des exercices pratiques pour passer à l'action et commencer à incarner dès aujourd'hui le pilier, le gardien puissant, le père présent que tu as envie d'être. Le lien est dans la description de cet épisode. Je te souhaite une très belle écoute. C'est parti. Bonjour Somsak, merci beaucoup d'avoir accepté d'échanger avec moi aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Ok, bonjour Susanna. Alors moi c'est Somsak. Du coup moi je suis paysagiste. Je suis père de 3 enfants maintenant. Donc un de 9 ans, un de 6 et le dernier qui a 8 mois maintenant. Enfin, bientôt 8 mois. Est-ce que tu as toujours rêvé d'être papa? C'est délicat. Cette question, j'ai pas vraiment de réponse. Je pense que j'ai toujours voulu être père. Après, j'ai pas eu les repères habituels. Enfin, j'ai perdu mon père à l'âge de 5 ans. Et du coup, je voulais être père, je voulais avoir une famille, mais j'ai jamais connu le rôle du père. Enfin, on m'a jamais expliqué. Je l'ai vu que à travers mes oncles que je côtoyais ou les hommes qui étaient dans mon entourage. Et j'ai jamais eu de repère fixe, donc c'est compliqué. Là-dessus, oui, j'ai toujours voulu avoir des enfants, mais ça m'a toujours fait peur en fait de me projeter là dans une vie de famille. Et du coup, comment tu as fait pour travailler cette peur? Quel a été ton parcours? Est-ce que tu t'es préparé d'une manière particulière ou est-ce que tu t'es dit juste, on va voir? Je suis pas du genre à me préparer énormément. En fait, je vais, si j'ai une idée, si j'ai quelque chose à faire, un objectif, je vais me lancer. Après, je vais pas préparer plus que ça. J'ai pas envie d'anticiper énormément. Dans ce rôle-là, j'ai suivi ma compagne qui m'a, en- ouais, on va dire éclairé sur tous les aspects déjà pour la préparation de la grossesse et tout ça, mais dans le rôle de père, je me suis dit ça viendra. Enfin, ça doit bien venir quelque part, ça doit bien être instinctif. C'est ce que je me suis dit au début. Et donc j'ai laissé venir et je me suis préparé un petit peu à aider ma compagne, mais pas de préparation de père. En tout cas. J'avais pas d'idée vraiment de ce que c'était, donc je me suis pas dit ça va être difficile ou j'y arriverai pas, voilà. Donc un jour, ta compagne t'annonce, voilà, je suis prête, et toi, tu le reçois comment? C'était une décision conjointe, hein. On en parlait déjà beaucoup et on avait avant l'arrivée du premier, ma femme a fait 2 fausses couches. C'était plutôt difficile déjà d'accompagner ma femme, du coup, parce que je m'attendais pas à ce que ce soit si difficile pour elle.
Et puis pour moi aussi qui n'avais pas l'habitude d'exprimer quoi que ce soit au niveau de mon ressenti, mes sentiments, mes envies, enfin mes peurs et puis surtout la tristesse que ça peut apporter. Et je pensais pas m'attacher aussi rapidement à ce qu'on pourrait dire un fœtus, hein, sans, enfin, sans répercussion. Enfin, pour moi, c'était pas un enfant encore, mais je me suis beaucoup projeté sur la première fausse couche et ensuite je suis devenu très très méfiant, enfin très sur la réserve. Je me suis protégé, je pense. Donc c'était pas facile, mais je pense j'ai pas laissé transparaître ma souffrance. Je voulais pas en fait que ma femme en subisse les conséquences. J'ai un peu coupé moi mon ressenti et je me suis occupé de ma femme pour qu'elle traverse cette épreuve. C'était assez avancé dans la grossesse? Non, c'était au démarrage du cœur, on pense. Donc c'était un ou 2 mois en fait. Enfin, c'était pas avancé, mais voilà. Enfin 2 fois de suite, ça c'était un peu difficile quoi. Et du coup, est-ce que ça te dérange d'en parler un petit peu ou est-ce que tu préfères qu'on aborde d'autres sujets? Non, ça me dérange pas. Après, je saurais pas quoi te dire de plus pour approfondir. Je poserai des questions, t'inquiète pas. C'est vrai que le sujet des fausses couches, c'est un sujet qui est assez peu abordé, c'est même presque tabou. Tout le monde le vit quasiment, mais personne n'en parle. Et tout le monde le vit en se sentant seul et incompris. Tu disais que tu t'attendais pas à t'attacher aussi vite, à être aussi triste. Ben, en fait, quasiment tout le monde le vit comme ça. Donc, pour moi, d'ailleurs, dans Gardien de la naissance, c'est un aspect que j'ai voulu travailler, les fausses couches, parce qu'en fait, il y a rien de faux dans cette histoire. Même le nom est bizarre. C'est un vrai événement, c'est avec des vraies émotions, un vrai attachement qu'elle a, un deuil à faire, et aussi comme tu disais, après, une projection qui est assez difficile pour les grossesses suivantes. Donc voilà, c'est pas un cas isolé, donc c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant d'en parler. Ouais. Donc pour vous, ça s'est passé comment? Est-ce que vous êtes allé à l'hôpital? Est-ce qu'il y a eu un protocole particulier? Est-ce que vous avez été accompagné par l'hôpital? Non, on n'a pas été accompagné par l'hôpital. Je sais que ma femme, elle a senti que ça se développait pas comme il fallait et du coup, il est parti, je pense comme beaucoup dans les toilettes en fait, avec des saignements et c'est pas, elle n'était pas préparée à ça. Enfin, elle pensait pas que c'était aussi courant. Moi non plus, je pensais pas que on m'en avait jamais parlé, vraiment. Enfin, de fausse couche, on entend de temps en temps, mais quand c'est très grave en fait, ou quand c'est très avancé. Après, sinon, toutes les fausses couches qu'il peut y avoir avant les 3 mois, c'est limite normal en fait. Quand on entend, tu devrais pas ressentir quoi que ce soit. En fait, c'est 3 mois, enfin avant que tu vois la première écho, c'est pas un bébé de toute façon. Donc c'est ce qu'on nous a dit. Vu que c'était nos premiers, voilà, c'était difficile d'entendre ce genre de choses. Après, enfin, on se soucie beaucoup du ressenti de la femme, mais le père, on l'oublie complètement. On se dit pas parce que le père, il va déjà pas ressentir de souffrance physique et en plus, moralement, j'ai pas l'impression que dans les mœurs ce soit intégré que l'homme puisse souffrir à ce niveau-là. Et en fait, en fait, c'est pas le cas. On souffre aussi. Ça dépend de ce qu'on projetait comme vie aussi, mais on voit plus les choses enfin, qui doivent bien se passer et quand ça se passe pas exactement comme on nous l'a dit et comme on l'espérait,
ben nous on n'a pas le droit de vraiment souffrir. On doit être là en soutien ou même pas du tout parce que on me dit bah ta femme elle s'en remettra, c'est bon, c'est pas grave. Et puis c'est qu'une fausse couche, alors faut recommencer puis ça viendra bien un jour. Sauf que chaque fausse couche en fait c'est une peur de se dire bah en fait si ça recommence on peut recommencer indéfiniment et peut-être que ça viendra jamais et puis tous ces fœtus qui sont partis bah on les connaîtra pas, on s'est projeté à chaque fois pour sur des prénoms parce qu'à chaque fois on change, enfin, il y a des discussions, il y a ouais, une projection on l'identifie en fait avec un prénom qu'on aurait aimé, et du coup, c'est un peu un rêve qui part. Oui, c'est un décès. Après, on fait le deuil, je dirais pas facilement, mais voilà, ça passe quand même plus vite. Maintenant, oui, on aurait aimé connaître. Tous les connaître. Et du coup, j'imagine que pour la troisième grossesse, vous commencez avec beaucoup de méfiance et que c'est pas évident de se projeter. Oui, bah, c'est ce que ma femme m'a reproché aussi un petit peu, c'est que j'essayais, enfin j'étais moins investi au troisième. Alors pour le troisième encore ça allait, mais euh, ouais j'étais moins investi, j'étais moins plus méfiant. J'exprimais moins mon envie et ma joie en fait. Je me protégeais pour éviter de m'attacher trop facilement et de devoir revivre encore une fausse couche ou un deuil. Euh, c'est pas facile, mais c'est pas bah, c'est pas insurmontable. Maintenant, voilà, on développe toujours une sorte de bouclier qui va nous empêcher de dire que ça va mal se passer. Enfin, voilà. Et puis on se projette moins, on fait moins enfin ouais, pour ma part, je faisais moins de projections enfin sur l'avenir. J'attendais que chaque étape passe pour me dire ah là je peux projeter un peu plus. Et puis à chaque étape en fait j'avançais comme ça, mais sans exprimer de joie particulière. C'était ouais, j'étais heureux quand même, mais c'est modéré. Voilà. Pas autant, c'est pas explosif comme on pourrait le croire ou comme on pourrait l'espérer. On nous annonce qu'on a un bébé, quoi. Ouais, quand est-ce que la joie est revenue? À la naissance, je pense. On va Ah, jusqu'au c'était long, bout. ouais. À la naissance, oui, ça fait long, 9 mois d'attente en étant méfiant et en se disant ah tous les jours on pourrait le perdre. Euh, oui, bah, après la joie était là pendant la grossesse aussi, mais voilà, plus à la naissance, où on est sûr que bah, qu'il est là et qu'il est. Et encore après, il y a d'autres craintes, d'autres peurs qui arrivent, Ah mais oui, ça n'en finit pas. on en a toujours. Ça s'arrête jamais, je Ouais. pense. Et cette grossesse, du coup, vous préparez comment pour l'accouchement? Est-ce que tu es méfiant, mais tu es quand même impliqué, j'imagine, pour préparer la naissance. Donc, qu'est-ce que vous prévoyez à ce moment-là? Nous, on a fait la préparation à l'accouchement comme je pense beaucoup de gens classiques à la maternité, enfin avec tous les cours de préparation, toutes les échos, tout ce qu'on nous recommande. Ma femme s'est renseignée beaucoup plus sur comment elle voulait accoucher, comment elle voulait éduquer les enfants, comment se préparer, quelle philosophie on pouvait avoir pour ces grossesses et on a tout fait en fait comme on nous a dit. On s'est pas écouté. On s'est dit bah les gens autour savent, ils ont cette connaissance, ils ont cette expérience. Donc on va suivre et puis on va y arriver. Enfin, on s'est dit c'est la bonne voie à suivre. Et finalement, plus on avançait, plus on découvrait des choses qui n'étaient pas forcément
raccord avec ce que nous on voulait faire. Sur les accouchements qui étaient en maternité, avec par exemple la péridurale ou la position d'accouchement, tout ce qui est injection d'hormones, des choses comme ça qui sont pour nous un peu invasives, ou qui sont trop extrêmes pour certaines choses, et on voulait quelque chose de plus naturel, enfin moins médicalisé. Alors enfin médicalisé dans une maternité, c'est moins, enfin c'est pas facile à faire, mais voilà, faire le minimum. Par exemple, quand elle a accouché du premier, elle a accouché en position plus naturelle, donc elle était à quatre pattes en fait, et donc du coup pas allongée sur le dos, et elle pouvait bouger comme elle voulait. Mais en maternité, elle n'était pas non plus libre de ses mouvements totalement. Il y avait deux sages-femmes, voire trois à un moment, et qui qui l'empêchait de bouger trop en fait, de se mettre dans la position qu'elle voulait exactement. Alors elle était pas sur le dos, mais elle était pas non plus dans une position très à l'aise, et on l'incitait pas non plus à le faire. C'était plus bah vous avez voulu ça, allez-y, mais on vous accompagne pas plus que ça. Donc pour le premier c'était quelque chose d'extraordinaire, hein, mais on était un peu perdu. On avait l'impression de sortir un peu du cadre. Toi, tu t'es senti comment en voyant que il y avait ce manque de soutien? Est-ce que tu as pu apporter le soutien qui lui manquait de la part de l'équipe médicale? Ben, ce qu'on ressentait, c'était pas, enfin, on était un peu démunis, on était un peu surpris et démunis parce que on s'attendait à plus de soutien, plus de compréhension aussi, parce que il y avait les projets de grossesse, d'accouchement. On en parle pendant toute la grossesse de comment la femme veut accoucher, comment elle veut être accompagnée, ou comment de quelle façon elle veut le faire, et au final j'ai pas ressenti une approbation, enfin j'ai pas ressenti que le corps médical était d'accord avec ce qu'on voulait faire. Et il disait oui, mais en pratique c'était pas 100% d'accord, enfin c'était pas 100% allez-y, on vous accompagne, faites-le, vous inquiétez pas, on est d'accord avec vous, de toute façon, ça va bien se passer, voilà. Non, c'était plus, faites-le, mais par contre, voilà, si on est là, enfin, si on est derrière, on rattrapera, si vous faites une connerie, quoi, mais, enfin, Mais c'est une approche très très faites une différente, connerie, hein. ouais. Ouais. Et tu sais, dans les formations de sage-femme, il n'y a pas forcément beaucoup d'heures sur la physiologie. Donc, et comme en plus en maternité, elles n'ont pas l'occasion de voir beaucoup d'accouchements, d'accompagner beaucoup d'accouchements de ce type, c'est pas évident d'ensuite être dans la bonne posture quand le reste de ton quotidien, c'est pas ça. Tu vois, c'est un peu complexe. Et malgré ça, j'ai l'impression que malgré le manque de soutien, que ça se passe bien. Ça s'est plutôt bien passé quand même. On a fait on a été jusqu'au bout de ce on voulait faire comme projet d'accouchement. Après, ça s'est bien passé. Ça a été long pour nous. On est resté, je sais plus, c'était 4-5 jours, je crois, en maternité. Euh, on avait envie de rentrer chez nous. Enfin, on se sentait pas bien dans le bâtiment. Après, les gens étaient quand même agréables avec nous. Ils étaient accompagnants. C'était enfin pour nous, vu que c'était le premier, on savait pas ce que ça pouvait être. Enfin pour nous c'est comme ça que ça se passait. C'est juste sur l'allaitement, où pour commencer un allaitement, c'était pas du tout c'était pas du tout comme on l'avait imaginé. Moi de mon côté, je pensais que la mise en route de l'allaitement serait plus naturelle,
plus soutenu. Mais en fait, on est tombé sur des sages-femmes qui n'y connaissaient pas grand-chose, qui nous ont mal conseillé et qui ont été assez violentes avec ma femme qui était fatiguée et qui n'arrivait pas à mettre au sein notre petit. Donc on a mal vécu cette partie-là. Donc l'allaitement a duré 48 heures et je voyais ma femme qui n'en pouvait plus. En fait, elle pouvait plus soutenir. Enfin, elle était trop fatiguée pour en plus lancer un allaitement qui avait du mal à partir. Et je lui ai dit à ce moment-là, je lui ai dit que c'était pas grave, enfin qu'il fallait pas s'en faire, qu'il prendrait du bon et puis voilà. C'est là pour le moment c'était peut-être pas le moment et on nous a pas dit qu'en fait l'allaitement pouvait repartir une fois rentré chez nous et relancer la lactation. On nous a dit bah c'est soit maintenant, soit jamais, hein. Jamais. Et, ouais. Euh, elles étaient pas formées pour ça. Et, on n'a pas été incité enfin plus que ça à faire l'allaitement. C'est sur là-dessus, enfin sur ce point c'était pas facile non plus. Mais au final on a quand même en rentrant chez nous on a quand même bien vécu le biberonnage et tout s'est bien passé. Ça m'a permis moi de pouvoir m'investir encore plus dans ce rôle de père pour m'occuper de mon fils, pour le nourrir, pour partager des moments de complicité, enfin de partage avec lui et avec la maman. Voilà, c'est plus agréable en tout Et c'était pas un gros, est-ce qu'elle l'a pas vécu comme un échec, comme un regret par rapport à ce qu'elle avait envie de faire avant? Si elle a vécu ça comme un échec, elle a des regrets de temps en temps, elle m'en parle, mais on arrive à passer au-delà et pour moi c'est pas un échec, ça devait pas se faire. À ce moment-là, on n'avait pas l'énergie on n'avait pas peut-être le soutien pour et puis c'est peut-être on n'aurait peut-être pas été capable de le faire. On le saura pas maintenant. Là aujourd'hui, on en a deux autres de plus et les deux sont allaités, donc voilà, c'est que maintenant ça se passe bien et peut-être que pour le premier on aurait pu, mais voilà. Enfin, on a partagé d'autres. Si vous avez eu des mauvais conseils sur les premières 48 heures, en fait, c'est les premières 48 heures qui font le lancement. Donc, c'est vraiment, moi je l'ai vécu aussi, c'était assez, pour moi c'était plus traumatisant presque cette histoire d'allaitement que l'accouchement. Parce que Oui, c'est vrai que c'est traumatisant quand même, mais ah oui, c'est hyper dur. Tu te dis, tu as de quoi nourrir ton enfant, c'est juste que tu es incapable, tu es trop fatigué. En plus, tout le monde, personne te dit déjà la même chose. Selon les personnes, les conseils changent. Et en plus, il y en a qui sont carrément violents avec toi. Donc, alors que tu es dans une période d'hypersensibilité avec toutes les hormones qui font la montagne russe, c'est vraiment pas cool, quoi. bah surtout qu'on n'est pas à ce moment-là, on n'est pas chez nous. Donc Oui. on est tout le temps, je dirais dérangé parce qu'il y a des visites tout le temps et puis ça dépend de la sage-femme qui passe ou de la puéricultrice. Enfin, ça dépend de la personne qui vient. Ça dépend de son humeur, de l'état dans lequel elle prend son service. Et du coup, ben, si on l'appelle trop souvent, on voit bien que ça dérange ou qu'on n'arrive pas du premier coup. Voilà, ça les énerve. Voilà. On est tous humains. Maintenant, on n'est pas tous en train d'accoucher tous les jours. Donc, voilà, il faut pouvoir comprendre que les personnes qui accouchent sont fatiguées. Elles ont vécu quelque chose qui est certes très beau et on dit très, enfin voilà, c'est une réalisation,
mais c'est quand même difficile. Et puis on n'a pas toute notre tête en fait. On n'est pas chez nous, c'est pas une situation normale. Et puis c'est pas une situation, même si c'est pas le premier, enfin même si c'était le deuxième ou troisième accouchement, on le vit pas tous les jours, donc on s'habitue pas. On redécouvre à chaque accouchement ce que c'est, parce que bah ça remonte à quelques années et puis en plus bah c'est des situations qui sont différentes à chaque fois. Donc c'est pas vraiment pas facile pour la femme et pour l'homme aussi, je pense que c'est pas facile parce qu'on se sent impuissant sur certaines choses. On peut dire qu'on n'est pas d'accord et qu'on soutient notre femme, mais d'un autre côté, il y a aussi le poids des professionnels de santé qui nous font douter parce que bah c'est leur métier, donc on se dit bah est-ce que c'est pas nous qui avons tort? Est-ce que c'est pas nous qui faisons mal les choses et puis s'ils nous soutiennent pas, c'est peut-être parce qu'on est dans l'erreur. Donc c'est ça qui est le plus difficile. C'est jamais soutenu comme on voudrait et on nous explique pas toujours le pourquoi. C'est souvent c'est comme ça et pas autrement ou sinon bah vous allez voir ailleurs. Ce qui n'est pas possible. On va pas partir en disant bah allez on va faire comme on veut et puis voilà ça ira. Non, on a peur de ce que ça pourrait impliquer. Enfin, voilà, il y a toujours cette peur qui est là, de se dire bah vraiment on fait mal et puis on peut mettre en danger notre enfant. Donc voilà, on garde pour nous et puis voilà, on reste fort et on encaisse. Ouais, c'est clair. Et donc vous rentrez après avec un bébé chez vous et là le contexte il change, ça se passe mieux, vous reprenez des forces. Ouais. Bah le retour à la maison était vraiment très agréable. C'est une sensation qui est vraiment unique. On rentre on part à deux, on rentre à trois. J'ai jamais autant apprécié m'asseoir dans un canapé avec mon fils. Euh, je suis rentré, j'ai pris mon fils, je l'ai pris dans les bras, je lui ai donné le biberon dans un fauteuil qu'on a utilisé pour toute sa première année et pour donner le biberon et en fait on se sent bien, on n'est pas dérangé tout le temps, c'est calme, c'est pas voilà, c'est plus, on sent que la pression redescend et euh, et on n'a plus peur en fait, on n'est pas même si on se retrouve livré à nous-mêmes, on n'a plus peur, on est chez nous, on maîtrise notre environnement et du coup c'est là où on se dit voilà, là on peut faire comme on le sent, on peut suivre notre instinct, s'écouter et puis bah essayer et puis apprécier du coup. Et je reviens encore un peu en arrière, désolée, je suis un peu décousue dans ma tête, mais qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as vu ton bébé pour la première fois? Euh... je Quand je l'ai vu la première fois, j'ai failli fondre en larmes. C'est unique, c'est quelque chose d'extraordinaire. De voir son visage pour la première fois, c'est très fort. On est fier d'un côté, on est très heureux et vraiment, oui, c'est une explosion de joie de le voir, de l'entendre, surtout parce que de l'entendre pleurer. Alors au début, c'est ça, hein, on l'entend pour la première fois pleurer, on est content et après, voilà, ça se répète et on est moins heureux. Mais non là, c'était vraiment une explosion de joie. Ouais. C'est vraiment unique. Est-ce que ton regard par rapport à ta femme a changé après avoir vu ce qu'elle a fait, accompli comme exploit? Je sais pas si mon regard a changé. Si sûrement il a changé
par rapport à elle, pas la fierté que si oui, il y avait cette fierté, ouais, de me dire que ma femme a pu le faire. Elle a fait son accouchement de façon plutôt naturelle, sans péridurale, sans voilà, comme elle l'a voulu, et qu'elle a réussi à mener à terme cette grossesse et l'amener sur ce monde avec nous. Donc non, j'ai ressenti de la fierté, oui. Et sur les premières semaines, du coup, t'avais pas ta famille, est-ce que vous aviez de l'entourage pour vous soutenir, ou est-ce que vous étiez plutôt isolés, seuls, et que vous aviez préparé des choses pour vous soutenir dans cette période? On avait des personnes autour de nous, de notre entourage. Après, on se sentait pas de demander de l'aide à nos amis, parce que enfin, pour nous, c'était pas leur rôle. Euh, Ils venaient, voilà, ils nous ont rendu visite, ils nous ont aidés sur certaines choses. Maintenant, c'est pas d'eux qu'on attendait du soutien. Par contre, de ma famille, enfin, de nos familles, on n'a pas reçu de soutien plus que ça. On était, bah déjà, nos familles sont pas autour, donc ils sont pas juste à côté. Donc oui, on était un peu plus isolés de ce côté-là. Après moi, de mon côté, ma mère n'était pas soutenante. Enfin, c'est moi qui ai insisté pour la faire venir. Et elle est venue 2 mois après la naissance, parce que je l'ai forcée. Je suis allé la chercher et je l'ai ramenée. Donc voilà. Et voilà, j'ai pas reçu de soutien de sa part. Donc c'était plus, ça s'est même plus aggravé quand elle est venue. Donc j'ai pas renouvelé l'expérience. Est-ce que du coup c'était difficile pour vous ces premières semaines, ces premiers mois? Est-ce qu'il y a eu des challenges, des choses que vous aviez pas prévues? Alors les premières semaines, c'était intense. Je m'attendais pas à aussi peu dormir. Je me suis pas dit, enfin, que j'allais moins dormir avec l'arrivée de mon fils. Bah déjà à la maternité, je ressentais ça. C'était comme si je faisais des nuits blanches en fait, et qu'après il fallait enchaîner, enfin, euh, pendant enfin tous les jours quoi. Donc c'était difficile de prendre le rythme. Après les premières semaines, ça allait mieux. On a pris un rythme. Le lever pour les biberons la nuit, pour les changements de couche, tout ça, non, c'était difficile, mais ça s'est fait. Pour moi, c'était le moment où moi, je pouvais m'impliquer plus. Donc, j'ai pris mon rôle. Je me suis investi et j'ai pris mon rôle euh, autant que je pouvais. Donc, ça me dérangeait pas de me lever, ça me dérangeait pas de faire tout ce qu'il fallait. Donc, c'était un devoir. Donc, pour que ça se passe bien, fallait le faire. Donc j'ai pris ce rôle et je pense que pendant les premières semaines, les premiers mois, j'ai j'ai pas ressenti la fatigue. Euh, je pense que je tenais aussi des fois pas sur l'adrénaline. Enfin, mais sinon ça a été. C'est après ou c'est quand les gens nous disent bah vous avez l'air fatigué ou vraiment t'as l'air crevé quoi. C'est là où on se rend compte que bah, en fait on n'est pas dans un état normal. On est fatigué, on a besoin de relais mais en fait on n'en a pas donc on n'en a pas le choix donc on fait et bah on prend sur soi
et on continue et voilà. Donc je pense que c'était pas traumatisant, c'était pas difficile, mais ça aurait pu être plus facile, je pense. Mais on l'a bien vécu quand même. Ouais. Bah, au point que vous avez voulu répéter l'expérience. Oui, voilà. On a recommencé, oui. Juste avant d'aller sur cette partie, est-ce que tu avais pris un congé paternité? Est-ce que tu as pu prendre un peu de temps Euh, avec ta partenaire? pour le premier, non, j'ai pris, enfin si, j'avais pris enfin j'ai pris tous les congés paternité et 4 mois, je crois. Euh, et après après on l'a mis chez la nounou parce qu'on a repris le travail tous les deux. Donc on n'a pas pris de congé parental, hein. D'accord. Ça s'est passé comment la reprise du boulot pour toi? Bah déjà, je trouve que les congés paternité étaient trop courts. C'était au moment où on avait 11 jours, je crois. Oui, c'est ça, 11 jours. Et j'ai trouvé ça très court. Après, j'ai pris les 3-4 mois là. Et oui, j'ai profité à fond de mon fils. Et après, la reprise du travail était difficile pour se décrocher un petit peu de lui. Ouais, c'est un pincement au cœur quand on le dépose chez la nounou. C'est pas comme un échec, mais je me suis dit c'est pas moi qui m'en occupe à 100%, donc c'est pas normal de laisser une inconnue s'en occuper alors que je suis capable de le faire, que je pourrais le faire et en fait voilà j'ai des regrets sur ce point, mais après à ce moment-là on n'avait pas le choix, donc faut le faire, voilà pareil on prend sur soi et puis bah on le fait. Maintenant c'est vrai on l'a déposé, c'était des contrats assez longs, donc c'était plus de 10 heures par jour. Ouais. Donc bah on le déposait à 7 heures et on le récupérait à 18 heures, je crois, ouais c'est ça. Et le temps de rentrer, voilà, la journée passe très vite et on profite pas du tout. C'est vrai que je trouve qu'on banalise beaucoup le fait de faire garder ses enfants par des personnes que finalement on ne connaît pas. Et le fait Oui, de passer autant de temps comme si c'était normal, mais en fait non, c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire de l'humanité. C'est pas oui. normal. Donc c'est normal que Non, c'est pas normal. instinctivement on le ressente comme quelque chose qui est pas normal et qu'on devrait écouter. Mais bon, c'est vrai qu'après on n'a pas forcément le choix et que parfois on a aussi besoin d'avoir de relais. Mais c'est pas normal. Non, non, c'est pas une chose normale, hein. C'est pas un ressenti qu'on aime, en tout cas. En tout cas, moi, j'ai pas apprécié plus que ça faire garder mon fils. Euh, c'est ouais, à chaque fois, c'est comme je disais, c'est un pincement au cœur, mais c'est oui comme un échec. Et puis moi, j'ai visualisé plus à une garde par de la famille ou par voilà. C'est pas ouais, c'est vrai. J'ai pas senti ça comme quelque chose de naturel, en tout cas chez moi. Je comprends moi non plus. Et donc pour revenir, comment ça se passe l'idée d'un deuxième enfant, voire d'un troisième? Est-ce que ça arrive vite? Qu'est-ce qui change? Alors l'idée du deuxième enfant, elle est pas arrivée vite en fait. Elle est arrivée, je crois qu'elle s'est arrivée 2 ans après. 2 ans. Et mais juste après l'accouchement, on n'a pas d'enfant après, hein. On veut pas d'un deuxième, on n'en veut pas d'autres, on n'en veut plus. Ouais, je pense que l'état de fatigue qu'on avait nous a dit voilà, pas d'autres enfants.
Et puis c'est quelques années après, en fait, où les choses commencent à redevenir normales. On est beaucoup moins fatigué. On partage des moments avec notre enfant qui sont magiques. Euh, on a envie de revivre un peu cette étape-là. Et puis moi, je pense que j'ai toujours voulu avoir une famille nombreuse. J'ai pas dit je me suis pas dit je vais tout de suite avoir des enfants, mais je me suis dit si j'en ai, il m'en faut quand même plusieurs. J'ai toujours voulu avoir une famille nombreuse. J'ai moi j'avais trois frères et sœurs. Ma grand-mère avait eu 10 enfants. J'ai toujours été entouré de tous mes cousins cousines, mes oncles et tantes quand on avait des réunions de famille. On était 30 enfants, les 10 oncles et tantes avec leurs femmes et leurs maris. Voilà, c'était des grosses familles, des grosses réunions et j'ai toujours aimé ça en fait, me dire ben si j'ai une famille, je veux que ça soit cette ambiance-là et avoir un seul enfant, c'était pas possible. Rester à ce stade-là, non, c'était au moins en avoir deux. Donc oui, l'idée d'en avoir un deuxième, bah j'ai attendu que ma femme elle soit d'accord et que ce soit son envie aussi. Et après on a relancé. Ok. Et qu'est-ce qui change dans cette grossesse? Est-ce que tu as toujours l'appréhension des fausses couches? Est-ce que tu te sens plus impliquée? Est-ce que vous décidez de changer de préparation, de projet de naissance? Qu'est-ce qui se passe? On est reparti globalement sur la même chose que le premier, sur un projet de naissance naturelle. Enfin voilà. Sauf que cette fois on a plus, je dirais, tapé du poing pour dire que voilà, ça se passerait comme ça et ce sera pas autrement, que on resterait pas aussi longtemps à la maternité si tout se passe bien et qu'il faut, qu'on partirait avant. Parce que si tout se passe bien, en plus c'était pas le premier, voilà, ce qu'on a le plus mal vécu, c'était ce séjour à la maternité qui nous laissait pas libres et qui surtout nous mettait une pression et puis l'atmosphère était pas sain pour nous. C'était pas se sentir enfermé dans une chambre de 10 mètres carrés pendant 4 jours. C'est pas sain. Pouvoir sortir un peu comme en prison en fait, pouvoir sortir chacun son tour de la chambre pour prendre l'air, voilà, c'était pas, ça maintient pas une bonne atmosphère. Donc on a fait le même projet, mais voilà, on a plus imposé nos conditions. Et ça s'est plutôt bien passé. C'était justement, je pense que ça s'est même mieux passé parce que on a pu mettre en place l'allaitement du coup. Ma femme s'est beaucoup plus renseignée sur ce sujet et du coup elle a réussi à lancer la lactation et que les choses se passent bien. Après c'était différent après l'accouchement parce que vu qu'on avait déjà un enfant, il fallait que moi je pouvais pas rester à la maternité, donc il fallait que je rentre m'occuper de mon fils et je devais laisser ma femme seule à la maternité. Donc c'est ça, je pense, qui était le plus difficile sur cet accouchement, c'était de la laisser seule, ne pas être là pour la soutenir, prendre un relais, euh, alors que j'aurais pu en fait, enfin si on avait pu emmener mon fils, mais enfin, voilà, c'est pas possible de s'en occuper en même temps et de s'occuper de ma femme qui est à la maternité. Donc voilà, c'était ça le plus difficile. Euh, je pense que ma femme a mal vécu cette partie-là aussi parce que ben j'étais pas là.
euh, pour la soutenir. Juste que je la tienne dans les bras et voilà que je lui dise qu'elle y arriverait. Je pense que c'est ça qui a le plus manqué pour elle. Et, et pour moi, après c'est encore un sentiment d'impuissance. On se retrouve éloigné et c'est pas sain non plus comme pensée de se dire est-ce que ça se passe bien, est-ce que j'aurais pas pu faire plus, est-ce que je pourrais pas faire justement garder mon fils pour aller soutenir ma femme 100% du temps là-bas et non en fait parce que c'est pareil, mon fils il aurait pas compris, il aurait mal vécu le fait que pendant 2-3 jours il me voit pas et qu'après je revienne voilà je pourrais Avec, pas lui expliquer. avec un bébé dans les bras. Ouais. Mm. C'est ça. C'est déjà que c'est pas facile de recevoir d'avoir un petit frère, une petite sœur. Si en plus les parents disparaissent à ce moment-là, ça peut être ouais, ça peut être plus rapide C'est ça, aussi, ouais. ouais. Mm. Mm. Et comment il a reçu la nouvelle? Je pense très bien. On lui avait fait préparer un petit cadeau pour son petit frère. Il a été très heureux de lui offrir. Il a très bien vécu son arrivée. Il était content. On lui avait bien expliqué avant. Voilà, il restait, enfin, ça reste un enfant très jeune, donc il peut pas tout comprendre, mais on a tout fait pour que ce soit pas une arrivée brute et juste on lui a imposé un petit frère. Donc non, je pense que ça s'est bien passé. Il l'a bien vécu. Et résultat aujourd'hui, ils s'entendent super bien. Voilà, ils sont toujours collés l'un avec l'autre. Voilà, ils sont, je dirais, très complices. Donc ouais, non, il l'a pas rejeté. Donc ça se passe bien. Super. Et ben le troisième, ça arrive comment? Le troisième, c'était pas prévu. Ah! Pas du tout. Le troisième, il est arrivé 5 ans après, hein, du coup, parce que on trouvait pas le moment. On n'avait pas comment dire, on se sentait pas prêt pour un troisième. On n'avait pas la situation pour le faire. On parlait pas encore d'avoir un troisième. Et puis un jour, un retard. Et en fait, il était là. Enfin, elle était enceinte et on s'est dit on va pas attendre le bon moment. On va pas non plus le faire partir avec le mal qu'on a eu pour avoir les deux d'avant. Parce il y a eu 2 fausses couches pour le premier, mais il y a eu une autre fausse couche entre le deuxième aussi. Voilà, on n'avait pas envie voilà, de faire partir un enfant qui est viable. Et on s'est mis à organiser tout enfin, comment on pourrait faire financièrement, au niveau du travail, comment on allait le faire garder et si on se sentait capable de le faire et puis est-ce qu'on serait capable de repartir sur le même schéma euh, où on n'aurait pas de soutien de nos familles du coup. Donc on s'est dit que ça allait le faire. Voilà, on l'a fait pour les 2 premiers. Voilà, on va se serrer les coudes, on va se soutenir et puis voilà, on va le vivre à deux et ça se passera bien. Et donc du coup, ouais, on l'a laissé faire. Du coup, on était on avait peur quand même de le perdre parce que du coup, même si c'était pas prévu, à partir du moment où on apprend qu'il est là, on commence à avoir peur, on commence à s'inquiéter, à se dire est-ce que ça va pas, est-ce qu'il va rester, est-ce que
est-ce qu'on va vivre encore un deuil et puis ben c'est ça jusqu'au bout en fait. Mais voilà, on commence à s'habituer aussi à ce sentiment. Donc voilà. Euh, c'est difficile par moments, mais voilà, ça revient toujours. Enfin, la joie revient toujours. On est toujours content de s'en occuper et de le voir grandir. Et, donc 5 ans de différence par rapport au dernier, c'est ça? Oui. Ouais. Donc du coup les 2 premiers étaient déjà quand même un petit peu autonomes, c'est un peu plus simple à Oui, gérer. c'est ça. On avait commencé à prendre un rythme en fait, vu qu'ils grandissaient bien, la vie commençait à être plus facile, beaucoup plus facile. Ils sont un peu plus autonomes, ils sont tous les deux à l'école, voilà, c'est pas, on n'est pas épuisé, on reprend une vie normale, plus ou moins, et ça se passe bien. Donc, Mm. Et après on recommence. et c'est ça, et on recommence. Et du coup ça se passe comment cette dernière grossesse, l'accouchement? Et ben, la grossesse se passe bien. Juste, on a un suivi de grossesse qui se passe bien avec enfin la sage-femme, le médecin traitant. Enfin voilà, tout se passe bien à part une gynéco qui nous prend un peu en grippe, je pense, et qui fait suivre enfin qui va voir notre médecin traitant en disant voilà c'est un cas inquiétant et du coup elle nous demande des analyses en plus de choses, euh, plus ouais d'analyses, plus d'examens qui sont plus poussés, qui sont pas justifiés. Et Euh, c'était par rapport à quoi? La C'était par grosse? rapport en fait ma femme a eu un bypass, donc elle était suivie pour ça. Pour les grossesses d'avant, il y avait le diabète gestationnel, mais pas justifié non plus parce qu'en fait, elle n'y était pas pour cette grossesse, mais comme elle a eu des antécédents, du coup, elle est, je pense, rentrée dans une catégorie qui était plus à risque. Après, je sais pas plus parce qu'on n'a pas eu d'explication. On a eu un rendez-vous avec elle et elle nous a pas expliqué du tout. Elle nous a dit tout va bien en fait, mais c'est pas ce que nos professionnels de santé autour nous ont dit parce que voilà, elle a été les voir en disant que c'était inquiétant et nous, elle nous en a pas parlé. Donc voilà. De ce côté-là, voilà, c'était le petit point négatif. Après, pour l'accouchement, on est accouché à domicile. D'accord. Donc Comment ça se passe? Qu'est-ce qui change dans votre tête pour rentrer dans ce type de démarche? euh, ben, je sais pas ce qui a changé. C'est une envie bah de voir ce que ça, déjà de voir si on en est capable. Et puis aussi le vécu qu'on a eu en maternité, c'était pas, enfin on n'était pas détendu. On sentait beaucoup de pression, beaucoup de jugement. Et alors que tout se passait bien. Et là, on a décidé de faire l'accouchement à domicile parce qu'en fait, c'est à la maison qu'on se sentait le mieux. Euh, et je pense qu'on a eu raison. Enfin, tout s'est bien passé, tout s'est bien passé rapidement. Euh, ça- Tout a été fait dans les règles. Hein. On a été suivi. La sage-femme est venue. Tout allait bien et c'est juste la différence, c'est que on n'a pas eu à rester à la maternité pendant 3-4 jours, donc dès qu'il est arrivé au monde, eh ben il avait déjà sa maison et ses frères qui se sont réveillés le lendemain matin pour lui dire pour l'accueillir et lui dire bonjour.
et c'est tout. C'est une belle expérience, une belle, voilà. C'est quelque chose que je souhaite à tous. Enfin, si les gens le veulent, de vivre ça chez eux, de façon surveillée et médicalisée, mais que ce soit chez eux là où ils se sentent le mieux et nous c'est ce qu'on a ressenti. On- Ça a été dans le calme en plus. C'était rapide et en même temps très détendu. Donc c'est vraiment quelque chose de encore plus magique en fait. Et qu'est-ce que tu as senti par rapport à ton rôle, au rôle que tu avais à la maison, par rapport au rôle que tu avais à la maternité? Est-ce que tu t'es senti moins impuissant? Oui, bah oui, parce que là, juste avec la sage-femme qui est là pour nous guider, mais sinon tout faire, euh, c'était, bah en fait oui, on est vraiment impliqué, on est vraiment, on a, on met les mains à la pâte, on va dire, on est vraiment, on est vraiment, on fait tout en fait. Du soutien jusqu'à enfin apporter de l'eau, masser, on peut tout faire et en même temps quand c'est le moment ben c'est on compte sur enfin c'est c'est encore plus de soutien et plus de voilà ouais vraiment on est impliqué, on n'est pas mis à l'écart donc Est-ce que tu l'as ressenti de la préparation? Parce que du coup, il y a une vraie préparation aussi avec la sage-femme pour l'accouchement à domicile. Est-ce que tu l'as senti, cette différence de posture par rapport à l'inclusion des pères aussi dans la préparation? oui bah oui on le ressent plus dans la préparation parce qu'on est comme il n'y a pas tout le corps médical qui est juste derrière dans la maternité, on compte plus sur le père. Donc, bah, enfin, on s'implique forcément en plus et et on peut pas se reposer, on peut pas dire bah non au dernier moment, non je peux plus, non je le ferai pas. Non, il faut, enfin si il y aura toujours la possibilité de le faire parce que la sage-femme est là, mais on ressent moins cette envie de dire non là je m'en sens pas capable. Euh, et puis en plus on est avec l'adrénaline voilà on fonce on le fait et puis voilà et on verra après. Et du coup, ça se passe dans la nuit, vos enfants dorment, ils se rendent compte Oui, de alors rien. ça s'est passé la nuit. À la base on devait quand ça devait commencer on devait faire garder nos enfants. On avait prévu que des amis les gardent, qu'on les emmène chez eux et qu'après on retourne chez nous pour faire l'accouchement, que la sage-femme arrive et en fait ben le travail a commencé mais on a cru que c'était du faux travail. Et jusqu'à la fin en fait on s'est dit bah non c'est du faux travail et après, quand les contractions étaient très régulières et très rapprochées, on s'est dit ah non, en fait non, c'est pas c'est pas du faux travail. Je sais pas pourquoi on a fermé les yeux, on a occulté ou je sais pas quoi. Et du coup, on a appelé la sage-femme qui est arrivée. Mais euh, mais ouais, les enfants dormaient. Donc il y a juste un moment où j'ai un de mes fils qui s'est réveillé où je suis parti le, le recoucher, enfin lui dire que tout allait bien, qu'il pouvait redormir, donc je l'ai recouché, mis sa couverture, je suis revenu avec la sage-femme, enfin disait bah voilà ça y est il est là, il a la tête et en fait c'est arrivé tellement vite que ben, j'ai ce que j'ai dit, j'ai réceptionné le colis, donc c'est moi qui l'ai pris du ventre et qui l'ai fait sortir. Enfin, qui je l'ai pas fait sortir, je l'ai accompagné. Mais voilà, Ah, c'est beau. c'est une autre sensation, une autre expérience. Mais C'est toi la c'est première vrai, personne qui l'a pris dans les bras. voilà, c'est vraiment moi qui voilà.
qui touche la tête en premier et qui est vraiment qui l'est accompagné du début à la fin. Pauvre. C'était encore un garçon? Oui, c'est 3 garçons, ouais. Ok. On a plus beaucoup de temps, mais je me demandais, est-ce que tu as vécu l'expérience du biberon, mais tu as aussi vécu l'expérience de l'allaitement. Est-ce que c'était pas dur pour toi, vu que tu avais eu beaucoup plus de place dans la première, avec ton fils, avec le biberon? Est-ce que c'était pas compliqué pour toi de vivre ensuite l'allaitement, ou peut-être ta place était plus difficile à trouver? Avec l'allaitement, ouais, c'est plus difficile d'un côté, mais en fait, l'allaitement, c'est que le côté alimentation. Donc il y a tellement de choses à côté qu'on peut faire qui pour s'impliquer que bah en fait ce côté-là me manque, oui. Parce que les moments où j'endormais mon fils au biberon, que je pouvais passer des heures à juste le tenir et juste le regarder pour et voir s'il respire et si tout va bien. Et voilà, tout ça, ça peut manquer. Euh, Maintenant, c'est une expérience différente et je vis autrement l'allaitement. Enfin, je prépare tout ce qui est à côté pour l'allaitement. Je m'occupe de ma femme pendant qu'elle allaite le plus possible. Je lui facilite, en tout cas, j'essaye de lui faciliter le plus possible son allaitement. Euh, Toutes les tâches qu'il y a à faire à côté. Ben, c'est ça aussi la paternité, hein. C'est les changements de couche, c'est tout le bain, et puis ben tout le reste. Enfin, s'occuper du reste de la famille. Donc on peut pas délaisser tout parce que justement il y a un nouveau-né. Il y a tellement de choses qu'on en fait on peut pas juste se dire bah ça me manque et rester là-dessus. Non, faut vivre autre chose et puis bah il faut continuer. Donc non, c'est pas, ça me manque, mais c'est pas ça. Si je pouvais le faire, je le ferais. Maintenant, je suis très bien. J'aime voir aussi mon fils euh, qui 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 est allaité et qui a des choses qui vit des choses différentes en fait. Un bébé au biberon et un bébé allaité ne fait pas exactement les mêmes choses et je vois que bah il y a des petites choses différentes. Voilà, c'est au coucher, je vis pas, enfin il vit pas pareil. La nuit c'est pareil, on est en cododo donc du coup il se réveille à peine, il tète et en fait on dort beaucoup mieux. Et de ce côté-là, je vais pas m'en plaindre. Ouais, c'est vrai que c'est une idée reçue sur l'allaitement, effectivement, qu'on dort, que c'est plus compliqué, mais en fait, en cododo, on n'a même presque pas besoin de Oui, se non, c'est réveiller. ça. Et que ce soit l'un ou l'autre, hein, la mère ou le père. Enfin, c'est vrai que ce qui est étonnant, c'est de voir le bébé qui va s'allaiter tout seul. Euh, Ouais, c'est ça. Il se sert. il est quasiment autonome, donc C'est voilà, hein. pratique. Mais, c'est une chose bah, que beaucoup de gens, quand on en parle, c'est vrai que quand on parle de ça, de l'allaitement, du cododo, enfin, l'allaitement du deuxième a duré 3 ans, donc on me dit c'est un allaitement très, enfin, qui est long et ça surprend beaucoup de monde. Alors les gens ils s'attendent à un allaitement pendant 3 ans où le bébé, bah, il est resté 3 ans au sein et qui fait que ça et il a pas mangé autre chose. Non, il a été diversifié, il mange ses repas enfin, avec les couverts aujourd'hui. Enfin voilà, c'est pas 3 ans collé au sein, c'est l'allaitement. C'est voilà une prise le matin, une prise le midi ou le soir, et puis voilà. C'est mais c'est quelque chose de différent encore. Et puis après pour Ouais. le troisième, c'est on le vit différemment parce que il y a encore d'autres choses. Enfin, quand il y a les deux
les deux autres enfants qui sont à côté où il faut s'en occuper, ils ont pas du tout les mêmes besoins et on peut pas donner la même chose au troisième non plus. Donc l'allaitement se vit un peu plus speed, un peu plus c'est moins enfin c'est pas moins détendu, c'est on a des impératifs aussi, faut quand même continuer à s'occuper des autres et puis Ouais. ou alors les deux autres doivent comprendre qu'on doit s'occuper du dernier. Donc on vit comme on peut en fait. Ah oui, c'est sûr. Et vous, avec Cododo, 3 enfants, comment vous faites pour retrouver une vie de couple aussi? Eh ben, c'est pas toujours facile. Déjà, faut pouvoir avec le troisième qui demande beaucoup de temps. Maintenant, je dirais que c'est pas quelque chose comme on pourrait l'imaginer qui revient tout de suite. Mais en tout cas, la tendresse est là et ça, même si c'est pas comme on le voudrait, enfin, il y a toujours le temps pour être tendre avec avec sa femme. Donc voilà, on le vit pas difficilement. Après, en plus, on est fatigué, donc il y a des choses. C'est clair. Voilà, c'est pas la priorité non plus. Je comprends. Euh, Qu'est-ce qui t'a bouleversé le plus dans la paternité? Bouleverser le plus. Euh, le soutien que j'ai pas eu, enfin, et puis l'apprentissage, enfin surtout la découverte de ce rôle où j'ai surtout fait ce que je croyais être bon et et de me rendre compte que des fois que c'était pas bon. Donc faire des erreurs et puis corriger et de voir que bah voilà que j'y arrivais, que je m'en sortais quand même, que ce soit avec ou sans soutien, voilà, ça s'est fait et c'était bouleversant et c'était difficile en fait. Ce côté-là était difficile de voir que on peut y arriver, on y arrive au bout d'un moment, mais que on n'est pas toujours sur la bonne voie. C'est pas, comme j'ai dit, c'est pas instinctif en fait. Au début, je me suis dit que bon, ça viendrait, que ce serait instinctif, et en fait non. C'est pas, on fait des erreurs, mais c'est pas irréversible. Tant que nos enfants sont pas mis en danger, euh, on peut corriger le tir et puis faire du mieux qu'on peut. Donc voilà. Après, ouais, voilà, c'est un peu bouleversant par rapport à mon vécu, mais voilà, on s'invente en fait tous les jours ce rôle de père. Après, faire des erreurs, c'est humain, et faire des erreurs en tant que parent, c'est aussi montrer à ses enfants qu'on a le droit à l'erreur et que le plus important, c'est de savoir se rattraper et de assumer ses erreurs. Pouvoir les réparer. Avec mes enfants, on parle beaucoup de réparation. Mais c'est ça, tu fais une erreur, bah, c'est pas grave, mais tu assumes ton erreur, tu prends tes responsabilités et tu répares. Et c'est ok. Oui, Ah. oui, c'est ce que je dis aussi beaucoup à mes fils, c'est que voilà, on peut faire des erreurs, mais il faut derrière, faut faire le nécessaire pour les réparer. Et puis bah si on les répare, tout se passe bien. Enfin, c'est pas, il y a rien d'irréversible. Voilà, donc on peut faire une erreur et puis continuer en plus et la refaire. Hein. C'est pas, faut pas se dire que on l'a fait une fois et puis après on la refera plus jamais parce on oublie ou alors c'est inconscient. Il y a des choses qu'on fait inconsciemment parce qu'on n'a pas eu les bonnes bases et du coup on reste sur un schéma qui est systémique, donc du coup c'est difficile de changer la direction, mais au bout d'un moment quand ça rentre, et qu'on fait les efforts pour, on arrive à changer de direction et puis on arrive à corriger les erreurs.
C'est pas tous les jours facile de se remettre en question, mais en fait, faut mettre de côté sa fierté. C'est pas, on n'est pas parfait. On peut pas tout réussir du premier coup et puis en plus avoir le résultat ou avoir la reconnaissance en plus derrière. Personne nous dit dès qu'on change une couche et qu'on l'a fait correctement, bah bravo, super, hein. La C'est bien clair. fait. Non, non, Mm. voilà, faut le faire et puis voilà, faut pas attendre que les gens nous disent voilà, t'es super, c'est bien. Voilà. Mm. Et j'étais en train de réfléchir, le sujet de l'instinctif, c'est intéressant parce qu'en fait, ce qui est instinctif, c'est de reproduire des modèles. On apprend par apprentissage, par copie. Les enfants, ils nous copient, nous, on a copié nos parents. Et même des modèles qui étaient nocifs pour nous, bah, ce qui est dans notre cerveau, c'est comme ça que le monde fonctionne. Donc, l'instinctif, ça va être de reproduire ces modèles, même s'ils sont pas les mots. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est un piège, cette idée de la paternité ou la maternité, c'est instinctif. Pas non. Si tu veux faire les choses en accord avec tes valeurs, bah, il faut reformater le cerveau d'avant. Pas évident. Oui, et puis c'est pas facile de repartir de zéro sur une paternité qu'on n'a pas forcément eue ou alors c'était pas ou qu'on juge pas bonne. C'est vrai que moi je suis parti sur une paternité qui était je suis parti de zéro. J'ai vu tous les hommes qui étaient autour de moi ce qu'ils faisaient, mais quand on veut faire quelque chose qui n'est pas comme ce qu'on voit autour, c'est encore plus contre nature. On va contre tout le monde et il faut lutter en permanence. Donc c'est un combat de tous les jours. Et c'est pas il y a des jours où on a envie de se battre, des jours où on a envie de laisser couler, et des jours où on a envie de changer de direction, et de dire bah en fait ce serait plus facile de suivre ce qu'il disait et de faire comme on dit souvent nous avant on faisait ça, nous avant on frappait, nous avant voilà, c'est difficile de lutter, mais puis des fois on laisse couler et puis bah quand on a la force, quand on n'est pas trop fatigué, bah on leur prouve que c'est pas la bonne direction. Mm. Euh, mais oui, non, c'est pas instinctif. Ça se crée, ça s'invente tous les jours. Et oui, on n'est jamais au repos en fait, vraiment. On- Ou alors, si on est au repos, c'est qu'on a un peu abandonné certaines choses. Mais non, ça, voilà, c'est un combat de tous les jours. Ouais, Mm. je comprends complètement. J'ai une dernière question. Si tu avais un message pour ta version de toi d'il y a quelques années où tu n'étais pas encore papa, qu'est-ce que tu lui dirais? Euh, je sais pas trop. Repose-toi bien avant. Mais on peut pas cumuler les heures de sommeil, donc c'est pas possible. Euh, je dirais même pas prépare-toi plus, non, fais comme tu peux, surtout. Fais comme tu peux et puis enfin, pas suis ton instinct, mais fais ce qui te semble bon, voilà. Mais n'écoute pas tout ce que disent les gens. Ils ont pas forcément la vérité, donc ouais, voilà. Merci beaucoup, Sunsac, pour ce partage qui était assez riche. Je pense que ça va parler beaucoup à certains hommes, et même mamans, même femmes. Donc merci beaucoup pour ce partage. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode des Gardiens de la naissance. Si cette interview t'a touché ou éclairé, le défi audio te sera encore plus utile. Ce sont plus de 20 sujets spécifiquement dédiés aux futurs pères avec des outils pratiques et des actions concrètes à mettre en place dès aujourd'hui. On y parle de grossesse, d'accouchement, de postpartum, d'allaitement, de liens avec ton bébé, de sexualité, de comment parler d'argent en couple. Bref, j'ai mis tout ce qui aurait changé la vie de mon mari et la mienne pendant ma première grossesse. Ce podcast est tout nouveau et j'ai besoin de ton soutien pour le faire connaître.
N'hésite pas à le noter sur ton appli ou à le partager avec tes amis. Et si tu veux recevoir des ressources gratuites chaque semaine, inscris-toi à ma newsletter. Tous les liens sont en description de l'épisode. On se retrouve très vite pour un nouveau récit. À bientôt!